Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce 19e podcast SEO avec aujourd'hui Sylvain Richard. Salut Sylvain. Bonjour Thomas. Bon, tu es le deuxième Sylvain que j'amène dans ce podcast, après Sylvain Perronnet, Sylvain Richard, Axnet pour le coup, le nom de ton agence. Est-ce que tu peux te présenter, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent dans la communauté? Bon, tu sais, j'ai vu une nouvelle boulangère l'autre jour. Sylvain Richard, ça lui disait rien du tout. Et il y en a plein des boulangères. Donc, Sylvain Richard, c'est qui? C'est le fondateur d'Axnet. Donc, alors je vais arrêter de me la jouer de long. Je suis le fondateur d'Axnet. Axnet, c'est quoi? C'est une agence web. Comme tu le disais, certains connaissent déjà l'agence. On est très connu principalement pour des aspects SEO. En revanche, le gros de notre boulot, c'est pas forcément du SEO, c'est vraiment du développement en fait, hein. On fait des sites, du e-commerce, du site vitrine, des tas de choses. D'ailleurs, beaucoup de choses un peu, non pas underground, mais des choses qui malgré tout n'ont pas vraiment de visibilité. Hmm. Vous contacter pour aller interfacer un CRM fait maison avec des bouts de ficelle avec un site internet fait maison aussi. Et à nous de nous dépatouiller pour que ces deux entités arrivent à se parler entre elles, par exemple. Ouais, je vois bien. Sympa comme ça, genre un bel outil pour l'association sportive d'Air France, la section golf par exemple. Et ça nous a permis de rencontrer des tas de gens vachement sympas d'ailleurs. Donc voilà, on fait des sites, on fait des trucs bizarres comme ça. Et puis du SEO, parce qu'Axnet a été fondé sur la base de mes compétences SEO en fait. D'accord, ok. Et c'est au niveau proportion, tu dirais que tu fais combien de SEO et combien de tout ce qui est web, développement, création Alors, si je le prends en nombre, en fait, au sein d'Axnet, il y a deux développeurs de bons, un bon graphiste, un chef de projet et moi. Et en gros, moi, quand je fais pas des trucs super rigolos à m'occuper des histoires d'URSSAF, de comptabilité, de mutuelle obligatoire, enfin, vous Oui, savez, le boulot de directeur, quoi. tous ces trucs passionnants qu'un chef d'entreprise doit faire. Quand je fais pas tous ces trucs rigolos, moi, au sein de l'agence, le gros de mon boulot, c'est justement toute la partie SEO. Donc, je suis en contact direct avec tous les clients avec qui on bosse sur le référencement. Mhm. Et bien sûr, mon équipe qui commence à avoir de la bouteille, il n'y a pas tellement de turnover chez nous. Les gens doivent être bien. Je les shoot au SEO depuis qu'ils sont là, quoi. Donc certains depuis 7 8 ans. Donc il y a des tas de choses j'ai pas besoin de répéter, hein. Je vais pas dire au graphiste que le texte là dans l'image, il doit être sous forme de texte brut et non pas d'image. Sinon l'encre du lien va pas être prise en compte. Il sait. Les développeurs aussi. Donc en fait, sur les projets de développement de sites, j'interviens toujours sur cette partie SEO, parce qu'en général, les prospects nous contactent pour ça, hein. Ils nous contactent en se disant, voilà, notre client type, c'est la personne qui a eu un site internet, qui souvent s'est planté ou se dit que son truc décolle pas, nous a déjà en tête de le refaire et nous contacte en se disant bah, la deuxième fois je vais pas faire la même ânerie que la première, je vais essayer de prendre en compte les impacts possibles du référencement en amont de mon projet. Et vu que c'est enfin je me tue à répéter ça comme des tas de références, comme tous les référenceurs en fait, hein. Ouais, c'est clair. Il y a de fois, quand on prend les choses comme ça par le bon bout, ça marche drôlement mieux. Et du coup, dans la partie développement de site, le SEO est complètement intégré. Pour nous, c'est dans l'ADN de la boîte, en fait. Oui, donc finalement, vous faites vraiment un travail cohérent, un travail commun, bon, qui tourne autour du SEO, mais finalement, tout tourne autour de chaque pôle de ton agence, quoi. Et alors, je dis pas si parfois c'est même du SEO à l'envers. On a développé un outil il y a quelque temps pour alors je peux pas en dire trop, on va dire un regroupement d'une certaine typologie de commerçants. Et ils voulaient un outil d'échange accessible de n'importe où pour eux, donc d'un téléphone,
donc forcément sur le web. Mhm. Surtout, ils ne voulaient pas que ce qu'ils publient, que ce qu'ils s'échangent entre eux ne soit référencé. Donc en fait, là, c'est pas du SEO, enfin, ça en est puisque c'est à l'inverse. C'est comment faire pour que Google ne mette jamais les pieds dans leurs échanges, quoi. Et puis, Ouais, la désindexation en quelque sorte, hein. Enfin, alors, après c'est même, c'est encore autre chose parce que c'est pas indexé, mais c'est empêché quoi. voilà, empêcher l'indexation. Je vois bien. Ok. Bon, et dans ton agence, comment ça se passe? Ça, c'est une question que je pose pas souvent à ceux qui ont des agences. Euh, Comment vous discutez entre vous? Quels outils vous utilisez? Quel est le mode de travail de manière générale? Enfin, tu t'en as déjà un petit peu dit hein, avec le travail commun, les gens savent à peu près ce qu'il faut faire, etc. Puisque bah, il n'y a pas trop de turnover. Mais comment ça fonctionne là-dedans, dans le cœur, par rapport à, je sais pas, un freelance? Tu peux faire une comparaison si tu veux. Alors, déjà pour comprendre en termes de mode d'organisation, moi je privilégie avant tout le bon regroupement de compétences au sein de l'agence. Ça veut dire des gens qui, qui à la fois savent faire chacun de leur côté des choses très spécifiques. On n'a pas besoin d'avoir 10 spécialistes du même sujet, au contraire, Hmm. on peut sur chacun des sujets différents pour pouvoir amener à la réalisation d'un projet global qui tienne la route au niveau du client. Malgré tout, j'ai des gens sont aussi, que j'ai recrutés non seulement parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils ont une vraie capacité à travailler en équipe. C'est un terme, ça, qui m'a longtemps fait rire, en fait. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai un passé, hein, je trempe dans le web, on va dire, depuis, enfin, concrètement, vraiment professionnellement, je vis du web depuis 2000. Mais donc voilà, ça fait pas 30 ans et j'ai un passé avant ça. Et quand on parle de travail en équipe, souvent les conditions d'un bon boulot en équipe sont pas mises en place, les bonnes explications. Ça veut rien dire travailler en équipe, il faut savoir le formaliser même auprès de son équipe en expliquant comment ça marche, qu'est-ce que tout le monde va y gagner en fait, hein. Les gens aiment bien pratiquer une méthode quand ils se disent ouais, ça va m'arranger la vie. Hmm. Donc on a à y gagner. Et du coup, j'ai aujourd'hui des gens qui sont vraiment capables d'échanger et d'échanger sur les bons sujets et d'avancer ensemble, en fait, de gagner du temps. Euh, donc, comment ça se passe? Eh ben, alors, on est là, tel que vous me voyez, je suis dans une partie de nos locaux qui est plutôt le coin de réception client, donc je suis au calme. En revanche, vu qu'on n'est pas trop nombreux, on travaille sur un plateau commun, tous, ce qui permet déjà d'être un peu, tu vois, d'avoir les oreilles qui traînent quand chacun travaille sur des sujets. Alors en essayant de ne pas se gêner, bien sûr, Oui, mais c'est bien et pas bien. Ouais. bon, bah, il y a des avantages et des inconvénients. On peut s'isoler quand on a besoin. On peut mettre le casque sur la tête et écouter de la musique quand on est le nez dans son truc. En revanche, euh, on saisit des bribes, on sait ce qui se passe, on parle entre nous. Et je dirais que c'est tout bête, mais quand tu as un développeur et un graphiste qui travaillent en même temps sur le même projet, eh ben c'est inimaginable ce qu'on gagne comme temps et comme on va plus vite parce qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre. C'est juste, ils se retournent. Au fait, pour tel truc, tu m'as dit qu'on fait ça. Oui, ok, voilà. Est-ce que tu pourras l'intégrer comme ça? Ah bah non, fais-moi plutôt tel type d'image ou autre. Ou prévois-le plutôt comme ça dans la maquette parce que moi je vais utiliser telle fonctionnalité pour faire défiler les actualités ou du c'est quoi. D'accord, je le fais, mais on gagne un temps et on se retrouve pas avec ce qu'on voit parfois. Alors parce que ça nous arrive hein, de travailler avec des gens de l'extérieur. On bosse pour un client qui a son graphiste ou on bosse pour un client qui a son équipe en dev. Et tu te retrouves avec ah bah oui mais la maquette elle est pas transposable parce que ceci parce que cela. On reçoit parfois des maquettes de graphistes. Alors je dis un exemple hein, qui maîtrisent pas encore tellement les notions de responsive. Et nous quand on doit intégrer ça, bah, on fait comment quoi. Donc on perd du temps. En interne on le perd pas ce temps-là. On le gagne parce Ouais, qu'on c'est énormément. les problèmes de mail, les choses comme ça, tu Alors, on fait pas que tu de les as plus. l'échange verbal comme ça.
On se fait des réunions. Alors, on a une réunion traditionnelle toutes les semaines, le mercredi, où on fait le point sur l'ensemble des projets. On en a une mini et une autre mini le lundi. Et par contre, je travaille quand même assez, enfin, de manière ponctuelle en télétravail avec ma propre équipe. Ils n'habitent pas tous dans les maisons ou les immeubles autour. Donc, après, c'est téléphone, Skype, enfin voilà, les moyens de communication ne manquent pas aujourd'hui, en 2016, ce qui nous permet voilà, de bosser d'avancer sur un sujet, sachant que, voilà, moi, ça me gêne pas qu'un de mes devs bosse une journée à la maison, parce que je sais que de toute façon, là-dessus, il en a pour 2 jours de boulot. Alors, s'il en prend une à rester chez lui, ça fait du temps de déplacement en moins, il est tranquille, peinard pour coder, parfois sur des trucs compliqués. Pareil pour le graphiste. Ça marche très très bien comme ça. D'accord. Donc finalement, c'est euh, une entreprise qui est libre, quand même. On peut faire un peu du télétravail. Oula, je m'entends. Ah, Est-ce que tu non, peux baisser un tout petit peu c'est ma tasse à café. la Ma tasse tasse à de, café ma tasse de café qui... qui renvoie le son vers le micro? Ouais. Tu vas mieux là? C'est mieux? Euh, Ah, je m'entends encore. Un petit peu. J'ai rien changé. Bon, je sais pas. Bon, bref. Oui, ce que je disais, les gens peuvent faire du télétravail, donc on est assez libre de travailler chez soi, etc. Pour si un jour voilà, on n'a pas envie de venir à l'agence, mais il y a quand même un cadre structuré où on peut quand même faire un travail commun, discuter ensemble, faire des brainstorming, peut-être sur des tableaux blancs ou sur la table avec du papier. C'est toujours intéressant. Et quand on entend par exemple que, bon après, c'est peut-être un préjugé que je vais dire, hein, mais on entend souvent de la part des clients, enfin du moins mes clients, que les agences c'est tout de suite plus cher que les freelances, etc. Pourtant, tu me dis que ça réduit les coûts, vous perdez moins de temps, etc. Bon, t'as aussi une masse salariale à payer, t'as des choses comme ça, mais qu'est-ce qui fait pour toi aujourd'hui qu'une agence est plus chère qu'un freelance ou qu'une agence est plus chère qu'autre chose, que recruter par exemple? Ça dépend du sujet, mais pourquoi une agence est plus chère qu'un freelance? Bah, je sais pas, je vois l'arrière-plan chez toi. Alors, tu vois peut-être pas grand-chose derrière ici. Si, bah, il y a un peu plus de 80 mètres carrés de bureau. Il y a un moment, ça se paye, ça. Il y a l'électricité qui va avec. Enfin, il y a des charges fixes que peut avoir une agence et que n'aura pas un freelance qui bosse de chez lui, tout simplement. Ça, c'est le premier niveau. Euh, euh, C'est un bon niveau déjà. Un bon niveau qui coûte cher, puisque les locaux, faut toutes quand les même les payer. Et puis t'as le matériel à l'intérieur, t'as les meubles, t'as les bureaux, t'as. assurances, voilà, tout ce tintouin. Donc forcément, à un moment, mathématiquement, une agence doit coûter plus cher qu'un freelance à niveau de service égal. Donc c'est un inconvénient enfin, pour le client final. Voilà, si je vais avoir la même chose, mais je paye plus cher. Voilà, quel est l'intérêt? À côté de ça, il y a des avantages au fait de s'adresser à une agence ou un freelance. Comme tu l'as dit, le freelance, il est souvent moins cher. Euh, s- Certains enfin, selon leur manière de travailler, euh, vont parfois être plus facilement disponibles, je sais pas, pas forcément. A contrario, dans une agence, dès qu'on touche des sujets qui sont un petit peu multithématiques, tu vois, on parlait de dev, ben voilà, quand on développe un site, il y a du SEO, il y a de l'UX, il y a du graphisme, il y a du développement. Ben, il n'y a pas quand. En fait, là, c'est là qu'on va gagner du temps, parce que tous les acteurs sont l'un à côté de l'autre, vont échanger plus rapidement et les décisions se prennent plus vite et on va plus vite vers le truc qui fonctionne et qui correspond à l'attente du client. Et du coup, les choix faits font que, parce que c'est aussi notre intérêt, que ce sera développé, codé plus vite, donc potentiellement moins cher aussi. Alors que on le voit quand on travaille avec des gens à l'extérieur, par exemple qu'on reçoit les maquettes d'un graphiste externe, bah ouais, on s'en rend bien compte sur ces projets-là, on passe un peu plus de temps sur la partie qui nous reste, hein. On devrait
ne pas avoir à prendre en compte du tout la partie graphique, et pourtant, on s'aperçoit qu'on consomme malgré tout du temps sur ce sujet, parce qu'il faut toujours corriger les choses pour le responsive, enfin faire ci, faire ça. Voilà, le client change d'avis, comme d'habitude, ce qu'il a le droit de faire, hein. Mais ça correspond plus à la maquette, faut donc s'y remettre un peu. Alors on a les PSD, on va pas, enfin voilà. Donc je crois qu'il y a des avantages pour le client final. Il y a des avantages aux deux, freelance ou agence. Comme il y a Euh, des inconvénients aussi aux deux, quoi. voilà. D'accord. Bon, et si on parlait un petit peu évangélisation SEO? Avec Olivier, on a parlé de cet état d'esprit, mentalité au niveau des personnes qui sont là depuis pas longtemps dans la SEO et ceux qui sont là depuis les années 90. Je sais que tu as regardé un peu le podcast. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce qu'il a dit de manière générale? Est-ce que tu trouves que les jeunes, enfin pas les jeunes dans le sens, voilà, j'ai 18 ans, mais ça fait X années, je sais pas, 5, 6 ans que je suis dans le SEO et je veux toucher au black hat plus que le white hat, ou du moins je m'éclate plus dans le black hat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, plus généralement, effectivement, j'ai regardé le podcast d'Olivier. Dès que j'ai besoin d'un guitariste, je fais appel à lui. Je connaissais pas cette compétence-là qu'il a. Bravo, bravo Olivier. Euh, il a dit des choses auxquelles j'adhère à 100%, sur ce besoin constant d'évangélisation. Pourquoi? Parce que comme lui, on reçoit on a des demandes, on a des contacts auprès de gens, notamment parfois d'assez grosses boîtes, hein. C'est pas le petit truc du coin, c'est pas le serrurier du coin. Les serruriers s'y connaissent d'ailleurs. C'est pas le serrurier du coin, c'est la PME qui a potentiellement 50, 100, 200 salariés, voire la boîte de 6000 personnes. On s'aperçoit que dans toute la sphère des gens qui devraient avoir pas des compétences, mais un minimum de conscience de l'existence du référencement naturel, en fait, hein, du SEO. Et on s'aperçoit que enfin, parfois, les gens le découvrent. Il y a peu de temps, je rencontrais une boîte un peu costaud. Je vais taire le nom parce que je dois faire le devis. Voilà, donc je préfère être seul sur les rangs. Mais avec un gars, je te jure, qui sait mener son business, quoi. C'est un homme d'affaires, quoi. Ça marche, son truc. Hmm. A quasiment découvert qu'on pouvait influencer les résultats organiques. Et tu te dis, mais c'est pas croyable, on est en 2016, comment c'est possible? Il dépense une fortune d'AdWords, il dépense beaucoup sur Facebook, etc. Il fait des choses vachement bien d'ailleurs. J'ai vu des rapports de ce qu'a-t-elle mis en place. Les gens avec qui il bosse sur ces sujets-là, super. Et le SEO, rien, nada, peanuts, walou. Et tu te dis, clairement, on a encore et encore et encore besoin de faire connaître notre métier, de faire connaître notre utilité. Euh, et je pense que tant qu'on n'aura pas à un moment un vrai syndicat, une vraie fédération, quelque chose avec des gens, pas des gens qui font ça bénévolement, parce que je sais qu'il y a énormément de bonne volonté dans des tas de groupes, mais à un moment, le bénévolat, il y a un jour où on sait très bien que ça a ses limites. Et si on veut être bien défendu, il faudra avoir une vraie structure qui nous représente et qui sera capable d'aller faire du lobbying à la télé, dans les radios, dans les journaux, et de montrer que c'est un vrai boulot. Et pour dériver sur ta question concernant le Black Hat, et Olivier le disait très bien aussi, ce n'est pas, j'allais dire ce n'est plus, mais en fait ça l'a jamais été, ça l'a été en partie, mais ce n'est pas ce boulot d'un gars qui traficote avec Google dans sa grotte parce qu'il connaît deux, trois incantations magiques en termes de code et de linking et de choses comme ça. Non, on le sait tous maintenant, c'est beaucoup plus professionnel que ça. Ça va toucher des tas de leviers dans l'entreprise.
que ça soit dans les services com, au marketing, etc. Tout ce qui est lié à la communication de l'entreprise, ça va toucher des aspects beaucoup plus techniques. Là, enfin, je veux pas saouler les gens qui n'auraient pas trop de connaissances SEO, qui regarderaient le podcast, mais voilà, aller tester la capacité d'un site à être crawlé, pas se retrouver avec du duplicate, etc. Enfin, euh, et globalement, on pourrait même dire qu'en SEO, on a besoin, dans certains cas, de spécialistes d'un domaine spécifique. J'ai tel cas, j'ai une problématique avec tel client. Là-dessus, je vais avoir à crawler 35 millions de pages web. Bah ouais, j'ai intérêt, un, à trouver le bon outil, et deux, probablement à trouver quelqu'un qui saura s'en servir et qui saura avec qui je vais travailler pour tirer les bonnes conclusions d'une analyse, en fait, qui m'aidera à analyser et avec qui je tirerai les bonnes conclusions. Donc, pour revenir à cette notion d'évangélisation, oui, à mon avis, elle est toujours complètement nécessaire. Alors, si tu parlais, voilà, tu disais les, les black hats, des gens plus jeunes, je rejoins un peu Olivier là-dessus aussi. Ils disent, en fait, c'est vraiment lié à des périodes. Euh, je me souviens d'avoir discuté avec des, des, des vieux comme moi du référencement. Euh, on était en quoi? On était il y a 4 ans, 5 ans. On était en 2010, je crois, ouais, ou 2011, je sais plus. Enfin, après Pingouin. Et parce que j'avais... Comment? Plus après alors. Plus après. 2012-2013. Je me souviens, oui, là, l'exemple qui me revient en tête, c'est après Pingouin. Et j'avais eu une question en DM sur Twitter d'un jeune référenceur qui me disait, mais Sylvain, comment tu fais maintenant pour faire du référencement si on peut plus utiliser les CP? Et ça me faisait rigoler, quoi, parce que moi, quand j'ai démarré le référencement, ça n'existait pas, les CP. Alors, il y avait des trucs aussi tordus, hein, les webrings, des choses comme ça. Enfin, Hmm. mais, mais ça démontrait bien le fait que des basiques du métier n'étaient pas connus par des gens soi-disant professionnels. Et on a vu à une époque, hein, il y a eu une explosion du nombre de référenceurs. Euh, Entre nous, je comprends ça, c'était facile. J'allais faire produire X milliers de textes à Madagascar, je balançais ça, enfin même pas, je spinais. Oui, t'appuyais sur un bouton, ça se faisait tout seul avec un master Donc, spin. je publiais ça sur 10 000 blogs. Alors, il y avait des grands pros, je me souviens de Rudy qui, au SEO High Level, en démo, en live, nous montrait comment se créer 600 000 BL, quoi. C'était avec le contenu, avec tout le fatras qu'elle avec. Enfin, là, c'était du spam, quoi. Mais, mais certaines personnes sont arrivées dans ce métier en ne connaissant que ça et en se disant, bah, si c'est que ça, finalement, c'est pas compliqué ce job. Je vais essayer de gagner un petit peu de pognon avec ça. Et le jour où la récré a été partiellement finie, parce que Google a dit oh stop, c'est fini les petits rigolos là, vos trucs à la noix, je vous mets un petit pingouin sur le coin du pif. Euh, Ils se sont dit mais je vais faire comment? Et on voit bien d'ailleurs ce revirement qui moi me fait plutôt plaisir. Euh, alors là encore, plein de SEO old style, ou du moins avec une expérience d'avant cette époque, enfin un Un peu peu n'importe quoi. n'importe quoi dans le sens où on réfléchissait plus du tout aux besoins de l'utilisateur, à des choses comme ça. En gros, la logique c'était comment je vais entourlouper Google. Voilà. Oui, ou tu veux du trafic, je t'en donne direct quoi. Je Voilà. sais comment on fait, j'ai pas besoin de poser trop de questions. Et du coup, en reparlant avec des gens qui avaient commencé bien avant ça, comme moi, j'ai commencé à tripatouiller en 98 en fait pour des sites perso, pour les premiers trucs que j'avais tapé sous Notepad, Hello World, mon premier texte, en recopiant bien le truc trouvé dans je sais pas quel magazine et en mettant ça en ligne avec ma connexion AOL du CD du Oh même là nom. là, ah ouais, le putain. Voilà. Ce CD là, j'en avais plein à l'époque. Quelque part, on avait en amont
nous appris d'autres techniques de spam avant. Olivier en parlait, mais Alta Vista, c'était vraiment la foire, quoi. C'était trop rigolo, on faisait n'importe quoi. AltaVista, j'ai pas connu, moi. Tu vois, je suis vraiment génération Google, Bing aussi, un peu Yahoo, et puis tu sais, tous ces métamoteurs, tu sais, les M6, M6, je sais pas comment ça s'appelait d'ailleurs. Enfin, il y a plus vieux, oui. Groupe M6, enfin, c'était un moteur d'M6, derrière t'avais Orange, qui est arrivé plus tard. Enfin, Ouais, c'était du Alta Vista, Northern Light, ouais, ça c'est pas des trucs que je connais plus que ça. et c'était la foire aussi, hein. Je me souviens, enfin très vite j'y suis venu. Je crois bien que je, je commençais à faire du texte blanc sur fond blanc et à bloquer l'ascenseur de défilement d'une page web en 99 pour Alta Vista, quoi, pour que les visiteurs ne voient pas cette bouillie de répétition. Tu répétais 200 fois dans la page rachat de crédit, rachat de crédit, rachat de crédit, et c'était bon, tu ranquais, quoi. C'était assez rigolo. Bon, c'était le Far West. Ouais, mais moi la première expérience Ouais. que j'ai eue, tu vois, c'était en 2004, un truc Mhm. comme ça, 2004. Je me rappelle encore quand on s'inscrivait dans les annuaires, bon, on mettait les liens des annuaires pour le lien réciproque, etc. Mais pareil, tout ce qui était les mots-clés, la suroptimisation, etc. Je lisais des tas de trucs. Je me rappelle même, j'avais écrit une carte d'anniversaire à mon oncle qui était développeur chez Air France. Et je lui avais marqué des trucs avec les keywords, les trucs. Et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, c'était marrant. Non, mais voilà. Et du coup, quand on se reparlait entre vieux croutons qui avaient connu une époque auparavant, on revenait à des choses du basique, c'est-à-dire, je voulais un lien, je prenais mon téléphone et puis j'appelais le gars parce que, alors, tu vois, je reprends mes vieux sites perso sur la moto. euh, J'appelais le gars et je lui disais, bah voilà, moi j'ai un site qui parle plutôt de ci et ça. J'ai vu que toi t'avais ça. On pourrait peut-être monter un truc sympa ensemble pour que nos visiteurs. En fait, on pensait aux visiteurs, ce qu'ont oublié beaucoup de référenceurs à une époque, en se disant qu'est-ce qu'on peut apporter mutuellement à nos visiteurs et qui ferait que pour nous, ça nous amènerait du trafic supplémentaire. Parce qu'on a certainement, tu as peut-être 50% de tes visiteurs qui vont être intéressés par ce que je fais et j'en ai peut-être 50% qui vont être intéressés par ce que tu fais. Hmm. Pour nous, quoi, on va trouver des idées. Et on montait des trucs, c'était de tout, peu importe les idées, mais on pensait à l'utilisateur en fait. Euh, la logique du marketing était fortement présente. Alors que pendant la période n'importe quoi, comme tu l'appelles, on oubliait tout ça. C'était juste je ponds du lien, je ponds du lien, j'automatise du lien, et puis voilà. Je dis pas que ça marche plus hein, de pondre du lien. Juste c'est devenu vachement plus dangereux, quoi. Bah, C'est pas gênant. moi je sais qu'on m'a en quelque sorte mis un stop, quoi. Quand je suis retourné dans le web en 2011, j'ai lu, alors c'est le bouquin de Gilles Grégoire, tu vois, sur le référencement, donc un peu difficile à lire quand même, hein. Et donc je commence avec ce bouquin, et puis bon, bah, je lis des trucs, mais je me retrouve pas avec les choses que j'avais appris en 2004. Et je me dis putain, mais il y a un problème. Puis j'achète un autre bouquin, je regarde des conférences sur net, non Marie Pouéron avec SEO Mioche là, Nicolas Jean, et je me dis non, il y a un truc là. Puis je me renseigne, et là je me rends compte que tout a changé. Et je me prends une baffe, et je me dis mais merde, aujourd'hui en fait il faut se baser sur créer un site. Et je venais de sortir de mes études de webmaster, et en fait je retrouvais les cours. Les cours de création de site, gestion de projet, faire des trucs UML, machin bidule, enfin c'est hyper compliqué finalement hein, de monter un site. Et les gens pensent, voilà, je vais monter vite fait un site WordPress, je vais mettre un petit thème que j'ai acheté chez ThemeForest, derrière je vais mettre un peu de contenu, un peu de produit, puis ça va commencer à vendre. Non, non, ça marche plus comme ça. Marche plus. Non, mais à côté de ça, en fait, le fond a pas forcément tant changé que ça, si je parle de la partie SEO. Le fond a pas vraiment changé, sauf qu'à un moment, beaucoup ont été, enfin nombreux ont été ceux qui se sont dit, mais il y a plein de raccourcis là. Je vais prendre ces raccourcis, moi. Pourquoi je me casserais la tête à bosser 4 jours sur ci ou ça? C'est bon, je prends ces raccourcis. Les raccourcis qui étaient souvent du lien ou
soit de la production de contenu à la volée, quoi, de la soupe, du scrap et je reproduis de la bouillie. Soit j'automatise du linking, ou soit je l'automatise pas, mais j'y vais quand même bien fort, quoi, avec des communiqués de presse, des choses comme ça. Hmm. Euh, Tous ces raccourcis-là, un jour, Google a dit, enfin, ou essaye et y arrive en bonne partie, a dit stop, quoi, arrêtez vos conneries, je sanctionne. Il y a eu beaucoup d'exemples, c'est aussi ce qui a fait pétocher pas mal de gens, hein. Il y en a qui sont passés au travers, mais qui sont revenus en arrière en se disant oh là là, j'ai pas envie d'être comme les copains et de me faire dézinguer. Hmm. Euh, et ces gens qui avaient pris les raccourcis, eh ben, le chemin normal, soit ils ne le connaissaient pas, en fait, ils ne savaient même pas qu'il y avait une route pour aller là où ils veulent arriver, ou d'autres se disaient, se sont dit, j'y arriverai jamais. Les raccourcis, ça allait, je tenais le coup, mais la vraie route, mais c'est trop long, Faut remettre en question trop de je serais choses. essoufflé avant d'arriver au bout, je sais pas comment faire, quoi. Donc Hmm. voilà un peu le pourquoi, pour revenir à ces notions d'évangélisation sur de bonnes bases aussi. Même si tu le sais, par exemple, dans mon blog, quand il y a voilà, peut-être un peu moins maintenant parce que c'est moins utile, mais quand il y avait des petits tricks, des petites astuces, des choses comme ça, oui, j'en parlais aussi. Hmm. Moins que des Paul, Kevin et Mathieu et compagnie, avec qui eux étaient franchement ultra BH. Mais même ces Black Hat, hein, enfin voilà, tout le monde se souvient, tout le monde connaît la réflexion de Paul quand il dit le money site, jouez pas à l'andouille avec, donnez-lui de l'amour, quoi. Mais même des Black Hat, quoi. Donc euh, ils savent faire la différence. Et comme par hasard, eux ont appris aussi à une époque où il n'y a pas forcément. Ils faisaient du black hat, mais en ayant une vraie connaissance Les des chemins fondamentaux. plus classiques pour obtenir la visibilité d'un site sur Google ou autre. Bah, aujourd'hui, je suis un petit peu obligé de faire des analogies avec mes clients ou avec d'autres qui me posent des questions par rapport à la vie réelle. Puisque dans la vie réelle, je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples qui se calquent finalement sur un site web. Je prends souvent le magasin classique. Voilà, on doit monter d'abord les murs, on doit faire l'électricité, l'eau, etc. avant de mettre son contenu à l'intérieur et puis ensuite de s'ouvrir, de rayonner et de dire voilà, moi je suis là, venez dans mon magasin quoi. Si aussi t'as tous tes trucs qui pendouillent partout, t'as ton mur qui te casse la gueule, les gens vont pas rentrer hein. Et voilà. Et comment. Alors, avec un avantage sur le web quand même, c'est que ton magasin, en gardant le même magasin, on va dire qu'il est sur roulette. Tu peux le faire Hmm. déplacer doucement vers l'artère principale où il y a le public, sans avoir forcément à tout casser, à déménager, voilà. Tu peux le faire avancer doucement. C'est, je dirais, le point plus facile sur le web, il est là. En revanche, on n'est plus à l'époque de l'Eldorado. J'ai encore vu, enfin, on ne les a pas vus, mais au téléphone, on a encore vu des gens il n'y a pas très longtemps, là, voilà, qui arrivaient avec 10 000 euros de budget pour tout, la création du site, leur démarrage de stock, enfin la totale, quoi, payer le comptable, enfin tout, pour monter un e-commerce sur une théma pas simple en termes de concurrence. Enfin, on leur a dit, c'est clair, vous partez dans le mur, quoi. Si vous étiez dans une niche avec un truc où la concurrence est plus faible, etc., oui, ça peut marcher. Mais là, vous vous attaquez à des monstres en face Bah, c'est écrasé après hein. pas avec vos 10 000 que vous allez attaquer Amazon ou même la Fnac, Cdiscount et rue du commerce, quoi. Enfin, il y a un moment. Dans la vraie vie, ces gens-là il n'y aurait pas eu besoin de leur dire, ils auraient pris conscience. Sur le web, il y a encore des gens qui pensent, enfin, encore quelques doux rêveurs, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il faut discuter vraiment à la conception, quand on a l'idée, etc. C'est vraiment essayer d'aller voir quelqu'un. Alors, pas forcément que dans le référencement, mais ça peut être quelqu'un qui fait du marketing, qui connaît un peu tous les leviers et qui voilà, va pouvoir conseiller et dire voilà, votre business, ok, j'ai bien pris conscience de votre marché, etc. Ces leviers-là vont être intéressants pour vous. Peut-être que vous devrez utiliser Marketplace ou je sais pas quoi. Et
pour lancer le truc et ensuite vous faire un nom, quoi. Mais c'est toute une étude et ça on l'oublie parce que généralement, bah, comme tu le sais, les gens nous contactent, ils ont déjà créé leur site, quoi. Souvent, sauf toi puisque tu fais aussi de la création. Donc, On voit les deux. Bah, on a effectivement cet apport de clientèle. Les gens nous contactent, ils ont créé leur site en dépit du bon sens. Dans certains cas, on leur dit, mais rattraper le coup va coûter plus cher que ce que vous a coûté votre site au départ. Et, euh, et on a aussi le cas, effectivement, comme tu dis, des gens qui viennent nous voir, mais eux savent qu'il va falloir prendre le SEO en amont. Là, généralement, ça se passe, enfin, voilà, c'est le schéma normal, donc c'est beaucoup plus simple et en général, ça marche mieux. Mais je te dis, on voit beaucoup, on a dans notre clientèle pas mal de gens qui ont démarré, avec un petit budget, tout petit même, qui se sont ratatinés et qui se disent, enfin, c'est bien en même temps, ils n'ont pas trop dépensé au départ, et qui se disent, bah voilà, je commence à comprendre de mes erreurs, j'ai compris comment ça marchait en mettant pas trop de sous sur la table. Je me suis forgé une expérience, mine de rien. Les échecs, c'est pas forcément toujours négatif, hein. C'est sûr qu'on aimerait bien que tout décolle on et apprend toujours par ses échecs. mais voilà, on apprend et alors on fait d'autres conneries, mais on fait plus les mêmes. Et on apprend à apprendre, on apprend à faire attention en se disant, même les autres âneries, il y en a peut-être que je vais éviter parce que maintenant je sais qu'il faut que je me méfie un peu de ça et de ça. Tiens, ce truc-là, je connais pas bien. Je vais me renseigner avant d'avancer trop loin parce que je veux pas dépenser mes sous pour rien. Euh, alors, il y a des choses qu'on fait pas, nous, directement chez Axnet, mais par exemple sur du référencement payant, de l'AdWords, du SIA, euh, j'en ai vu qui ont dépensé des sommes, mais alors folles, avec des campagnes tellement mal optimisées que c'est à pleurer, quoi, et où on se dit derrière, mais enfin, je leur expliquais, mais en gros, je vais vous trouver quelqu'un qui va vous prendre 4 fois la com du gars qui est en train de vous le faire, là. Sauf que vous allez multiplier par 3 ou 4 votre trafic ciblé parce que vos campagnes seront correctement gérées, quoi. En, est- en virant certains mots, enfin, voilà, je suis pas un spécialiste AdWords, mais ouais, bon, voilà, ils comprennent. C'est souvent quand on a fait, voilà, tant que t'es petit, ta mère aura beau te dire 1000 fois qu'il faut pas mettre la main sur la flamme, que ça brûle, bah tu comprends vraiment le jour où tu as mis le doigt dessus, quoi. C'est Tu te dis, clair. elle avait raison, maman. Donc voilà, c'est comme la vraie vie. Ok, bon, je vois qu'on est presque à 40 minutes. Si on finissait sur tes projets pro, perso, projets SO ou même tes passions, est-ce que tu en as Non, Vas-y. non, je m'intéresse à rien. Quand je rentre du bureau, je vais me coucher. Euh, D'accord. euh, Tu aimes dormir? Tu prends des matelas à mémoire de forme? oui, oui, j'aime dormir. Je suis un gros dormeur. J'aimerais bien être comme ces gens qui ont besoin de dormir 5 heures par nuit et ils ont la pêche. Non, moi non. Mais à part ça, je fais pas que dormir. Sur la partie, bah, dans mes projets professionnellement, c'est déjà continuer à la faire avancer cette boîte là, Axnet, hein. On, on a des gouvernements qui nous ont promis plein de trucs, hein, tout devait aller bien et bah, finalement on voit que la situation elle est pas forcément hyper rose. Donc rien que faire tenir debout une petite boîte aujourd'hui, c'est un joli challenge. L'autre point plus SEO, j'ai des trucs sous le coude, j'ai des idées, aussi bien pour Axnet, un petit truc que tu as abordé avec Olivier Andrieux, là où je crois que je vais m'y mettre, parce que j'ai l'idée depuis longtemps aussi, et je vais m'y mettre avant qu'il me pique la place. De toute Enfin, façon, je lui ai dit hein, que t'avais à peu près la même idée, hein, donc la voilà. vidéo. Euh, j'ai toujours ce truc que j'avais monté, un blog en attendant le e-commerce, donc dans le domaine du bijou. Ça s'est pas fait pour un milliard de raisons. Alors ça va prendre peut-être du temps, mais j'ai d'autres pistes potentielles sur ce créneau-là qui me permettraient potentiellement voilà, de pas m'embêter avec les stocks, les achats, les trucs, en fait, de m'occuper de rien, de m'occuper que de la visibilité Dropshipping. même pas. Euh, euh, Bah, le dis pas si c'est nouveau.
Non, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Simplement sur ce petit créneau-là du bijou, ça existe pas vraiment. Enfin, ça existe, mais je crois beaucoup à la niche, moi. Je crois beaucoup aux spécialisations. Euh, je crois beaucoup au fait d'être bien reconnu comme un expert sur un domaine spécifique. Et quand on a un site, je pense que si voilà, je préférerais avoir 15 sites dans 15 niches plutôt qu'un qui fait de la grande distribution, quoi, qui vend aussi bien les petits pois que les chanifiés. Donc ça pour les projets pro. Pour les projets perso, il y a deux choses que j'aime beaucoup. Les voyages, hein, régulièrement, une ou deux fois par an, vous me voyez sur Twitter dire voilà, quand t'es de telle date, suivez-moi sur mon compte perso, parce que le compte pro, je vais plus tellement être là. Et du coup, j'essaye de donner envie aux gens de visiter les endroits où je vais. Alors pour la petite histoire, là, on est le combien? Ouais, dans moins d'un mois, vous verrez passer pendant un peu plus d'une dizaine de jours, ouais, une quinzaine de jours, je pense, des jolies petites photos de Marie Galante. Ça arrive, je trépigne d'impatience. Et j'ai quand même pas mal bourlingué autour de la planète. Voilà, j'aime rencontrer des modes de vie différents, Culture, tout ça. des gens qui parlent pas comme nous, des gens qui pensent pas comme nous. Et je trouve que quand on rentre de certains endroits, on relativise beaucoup de choses et on a tendance en gros, à marcher ça, tu vois, 3 centimètres au-dessus de la moquette pendant un bon moment. On est encore entre deux mondes et c'est bon pour l'intellect, ça. Et mon autre truc, c'est la moto, moi. J'aime Euh, bien aussi. Mais j'en ai pas et je suis jamais monté sur une moto. Bon, bah, moi, j'en ai depuis l'âge de 16 ans. Enfin, le jour de mes 14 ans, je me suis payé un Solex pourri. Et depuis ce jour d'anniversaire, j'ai toujours eu des deux roues à moteur toute ma vie. Et alors, je me suis calmé, hein. J'ai eu des trucs de cinglés qui vont trop vite par rapport à la législation. Et je roulais trop vite par rapport à la législation. En vieillissant, ou peut-être la peur du gendarme font que je suis passé à des marques réputées pour être plus peinardes. Et ça fait là ma troisième Harley et qui me permet de prendre un plaisir incroyable, de me faire plein de sensations sans avoir besoin de rouler comme un cacou. Même si de temps en temps, ça donne une petite envie qui traîne, qui passe par-ci par-là. Mais voilà, ça c'est aussi une de, une de mes passions, la moto. J'ai même, pour dire la vérité, j'ai même pas de voiture en fait, hein. On en a D'accord. une dans le couple, ma femme en a une, parce que pour mettre les gosses, le scénic c'est quand même vachement pratique. En revanche, moi j'ai la moto et un gros scooter parce que quand il pleut, quand en plein hiver, pour des déplacements professionnels, la Harley c'est parce qu'elle est plus pratique forcément, hein. J'ai même pas de selle derrière, donc encore moins. C'est un truc, une place. Alors que le scooter, ben voilà, il y a le top caisse, le coffre, le tablier, les manchons, la totale, et on arrive propre chez les clients. Donc, ouais, le deux roues, c'est une sensation. C'est tout bête, c'est le fait d'être dehors. Mes deux dernières voitures avant d'avoir un deux roues étaient des cabriolets, et je pensais fermement que le cabriolet rend moins con que la voiture fermée. Le fait d'être en contact direct, plus direct avec l'autre, avec autrui, euh, amène un peu plus de tolérance en fait. J'ai tendance à croire qu'à partir du moment où tu mets quelqu'un qui est pourtant au départ plutôt sympa, plutôt pas mal, dans une bagnole bien fermée, bah il y a un certain nombre de ces gens-là qui deviennent gros. Voilà. Après, Donc, t'as l'air con s'il pleut, mais. non, ça se referme quand même. Oui, je sais. Et puis en deux roues, voilà, tu as le casque et la visière, et puis quand tu es un petit peu équipé, tu t'en sors. Ouais, j'aime vraiment ça, j'aime vraiment je suis un passionné de tout ce qui a deux roues et un moteur. Bon, bah c'est parfait. On fera des tours peut-être plus tard quand j'aurai passé mon permis moto. Ah oui, bah ouais, ah oui. T'es pas si loin finalement. Je suis en Seine-et-Marne, t'es
en haut de Paris, Cergy, Pontoise, c'est ça? Voilà, Sergi, bah, mais en moto, c'est vachement plus rapide de faire ce trajet qu'en voiture, hein. Hmm. Ah bah c'est sûr, mais de toute façon les motos, enfin, tu passes entre les bagnoles, si t'es prudent bien sûr. Après, c'est toujours plaisant. Moi j'ai toujours senti que c'était un véhicule de liberté où on pouvait vraiment se poser n'importe où, s'arrêter n'importe où. Et ouais, même dans l'attitude, je sais pas, on a l'impression de contrôler vraiment par son véhicule, puisque la voiture la contrôle aussi, mais euh, j'ai l'impression d'être plus libre, ouais. Je sais pas, ça m'évoque de la liberté. C'est un peu comme le vélo. Tu vois, le vélo, j'ai l'impression que je peux aller partout, sur les trottoirs, partout, tu vois. J'allais te dire, c'est la même chose. Et la raison, elle est toute bête, hein. C'est que pour tourner en deux roues, vélo ou moto, il faut se pencher. Parce que c'est le principe des pneus qui Ouais, il sont... faut bouger le bassin, je crois, on m'a dit. En voiture, on est assis et c'est la voiture qui te déporte. En deux roues, c'est l'inverse. C'est toi, en te déportant, qui le fait bouger. Donc, tu es plus libre parce que tu es plus maître, a priori, en sensation de ton ustensile. Donc, voilà. Ouais, c'est un... Et t'as un site sur les motos? Oh, j'ai, tu vois, mes trois dernières motos, j'ai un blog par modèle, par moto. Euh, j'ai, il y en a qui vont rire. Si vous voulez retrouver un site qui a été conçu aux alentours de, les premières pages doivent dater de 99. Alors j'ai changé d'hébergement, de tout ce qu'on veut. Enfin, et il est resté, il est encore sur chez.com. Alors je sais même pas si les gens connaissent encore cet hébergeur. Je sais plus qui c'est d'ailleurs chez.com, mais le domaine a été conservé et ils ont éradiqué toutes les pages perso de de leur domaine, sauf celles qui avaient du trafic. Et du coup, ils m'ont gardé le truc. Enfin, ils m'ont envoyé un mail en disant, bah voilà, vous avez plus de temps, donc on garde, voilà. Et j'ai laissé ce site, je l'entretiens plus, j'avoue, depuis longtemps. Ça s'appelle Vroom Vroom. Ça parlait de tas de conneries, de bagnoles, de motos, de trucs idiots. Il y a certainement des tas de trucs qui fonctionnent plus dessus, c'est pas grave. Je le garde comme une vieille relique, tu sais. Je trouve ça sympa d'ailleurs d'avoir ça hébergé sur un truc gratuit qui date de Mathusalem. Ouais, donc j'ai plein de trucs qui traînent à droite à gauche en fait sur la moto. Pour les gens qui auraient envie de publier des trucs, on a une petite plateforme, ouais, elle date de Mathusalem elle aussi, hein, mais qui s'appelle Motorcycle Blog et qui permet, alors c'est moins pratique qu'un WordPress ou tout ce que tu veux, mais pour les gens qui n'y comprennent rien, qui n'y connaissent rien, ils se débrouillent bien avec, ça permet aux gens de créer leur petit blog moto. Et on doit avoir, je sais plus, j'ai plus en tête, il y a 700-800 blogs de passionnés, quoi, qui pas passionnés par l'informatique, mais qui ont envie de raconter la vie de leur club, montrer les restaurations de leur bécane, montrer le dernier zoujou qui se sont payés. Enfin voilà, il y a de tout dessus. D'accord, ok. Il y a des choses qui traînent en moto sur le web. Dans le Ouais. moto, il y a des grosses communautés, hein. Oui, en plus. C'est sacrément. C'est énorme ce truc. Ouais. Ok, bon bah écoute Sylvain, merci pour toutes ces infos et puis tes points de vue. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour la fin de ce podcast? Non, bah, un, que c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Et puis deux, que c'est marrant, j'étais pas tellement branché podcast en me disant, ça fait, dès que ça dépasse le quart d'heure, ça risque d'être un peu longuet, je trouve pas le temps, le son fait du bruit, alors que lire, tu peux faire ça de n'importe où. Euh, et finalement, bah, tu vas peut-être me décoincer un peu par rapport à ça. J'ai regardé celui d'Olivier l'autre jour. Je vais peut-être aller regarder quelques podcasts de Laurent parce que les sujets m'intéressaient ou les gens m'intéressaient, mais j'étais pas allé voir. Bah, je vais me faire ça en même temps quand je fais autre chose. En fait, quand je fais quelque chose où j'ai pas forcément besoin d'une concentration maximale, tu m'as peut-être inculqué le virus au moins de la visualisation du podcast. Donc, Après, on peut regarder la vidéo, on peut aussi écouter l'audio. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui téléchargent bon, les MP3. Moi, il faut que je les mette à dispo. Désolé, il faudrait que vraiment je le fasse. Mais oui, tu peux écouter, tu peux même lire le résumé. Moi, je fais le résumé à chaque fois, mais c'est toujours intéressant. Puis bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer les moments voilà, qui nous branchent pas, hein. C'est assez simple.
Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie d'être passé. À très bientôt, bonne continuation avec Axnet. Merci, Et puis, à bientôt pour le prochain épisode. ça marche. Un grand merci à toi, Thomas. Salut. Salut!